J'aimerais qu'on commence cet entretien en revenant sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale et cette image qui a choqué, qui a vraiment marqué beaucoup de gens. C'est celle de ces députés de la France Insoumise qui refusent de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée, qui est du RN, le jeune Flavien Termet. Comment vous l'avez vécu, vous, sur place, cette scène ? Je suis toujours très triste. Ça m'a rappelé une scène quand je me suis présentée la première fois en 98. J'ai 22 ans, j'arrive dans un bureau de vote. J'essaye 6 fois de serrer la main aux assesseurs et au président du bureau et personne ne me serre la main. Et là, hier, je me suis dit, 25 ans après, on en est au même point. La gauche est toujours aussi sectaire. Vous avez vu sûrement l'attitude de Delogu, absolument scandaleuse, l'attitude de Racaille, où physiquement, il se met à côté de lui. Il lui dit, arrête de faire le fou. Mais il y a une intimidation, il y a une intimidation physique qui est complètement insupportable. Voilà, Flavien, il a l'âge d'être mon fils et j'ai vraiment trouvé ça hyper désagréable. Et voilà, c'est à l'image de la façon dont ils sont. Vous savez, pendant 2 ans, je les ai subis à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes qui jouaient au foot avec un ballon à l'effigie de la tête du ministre du Travail, d'Olivier Dussopt. Ce sont les mêmes qui traitaient les ministres d'assassins. Voilà, ce sont... Je commence avec cette image parce que je trouve qu'elle révèle assez bien le climat actuel. Est-ce que, d'après vous, dans votre carrière, vous vous souvenez d'un climat entre deux blocs aussi violent, sans bien sûr vous remettre la responsabilité sur vous, mais est-ce qu'on assiste à quelque chose d'assez inédit en politique ? Non, je pense que la gauche est fidèle, l'ultra-gauche est fidèle à ce qu'elle est, sectaire, violente, voilà. On sait que de ce côté-là de l'hémicycle, les gens n'aiment pas la démocratie, mais pas seulement. Il y a une ministre hier, Agnès Pannier-Runacher, qui a aussi refusé de serrer la main. Donc effectivement, il y a une espèce de contagion jusqu'à la Macronie dans ce sectarisme, voilà, que je déplore. Je pense que les Français ont parlé dans les urnes. Il est temps de respecter les Français que nous représentons, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que dans la confrontation qu'il y a de ce nouveau bipartisme, on est très loin de l'état du débat qu'il peut y avoir entre le PS et le BNP. Vous avez raison, c'est très cristallisé. C'est très cristallisé et c'est d'autant plus cristallisé. Il y a une violence, j'allais dire, un peu induite aussi par ce qui se passe avec ce mode de scrutin. Au premier tour des élections européennes, Jordan Bardella sort avec 32%, meilleur score depuis 30 ans, meilleure participation depuis 40 ou l'inverse, je ne sais plus, mais des scores extraordinaires. Premier tour des élections législatives, pareil, on est largement en tête. Au soir du deuxième tour, on représente pratiquement 11 millions d'électeurs. Donc, c'est le premier parti en termes de voix, en termes d'électeurs et en termes de députés. Et malgré tout, attendons ce soir, mais vraisemblablement, nous avons été floués par des alliances absolument contre nature. Et je pense que cette grande dichotomie qui existe entre ce que veulent les Français et la représentation au jour J est délétère. Alors, on va y revenir sur ce problème de représentativité. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la 5e République. Est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Mais je reviens sur ma question et sur cette violence qui existe entre deux blocs. Je crois que rarement on a autant vu pendant une campagne deux France s'affronter. Alors c'est vrai que les campagnes ont été très brutales. Alors pas la mienne, parce que le Var, c'est sûrement c'est les irréductibles gaulois. Moi j'ai eu une campagne absolument extraordinaire où les gens venaient à nous tellement contents de pouvoir apporter leur voix. Mes camarades disaient que ça ressemblait plus à une tournée qu'à une campagne, parce qu'effectivement nous on a dansé, mangé de la cade et on est allé de balle en balle. Et voilà, donc c'était chouette. Mais c'est vrai que j'ai des camarades qui ont eu des campagnes hyper difficiles, avec des tracts nominatifs. On est allé chercher l'épouse d'il y a 20 ans d'un de mes collègues avec qui il avait passé 8 mois. Il y a eu des articles dans la presse locale et nationale. La gauche est allée intimider les gens jusqu'à leur domicile. Enfin, oui, il y a effectivement une gauche. Le système s'est rétracté un peu. Et effectivement, je pense qu'ils ont une grande crainte finalement que nous arrivions enfin pour porter les considérations des Français. Parce que la vraie question, c'est qu'autour à la fin de ce deuxième tour, les Français ils veulent toujours plus de sécurité, toujours moins d'immigration, toujours plus de pouvoir d'achat. Et c'est des revendications qui ont été très fortes, portées très haut en nombre de voix. Et voilà, la gauche n'aime pas. Mais au-delà de la gauche, tout a été mis en place pendant plusieurs semaines pour disqualifier le vote RN. Ouais. Alors ça, on avait l'habitude, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un retour en force quand même. On a été scruté comme personne n'est jamais scruté. Bon, encore une fois, voilà, on le sait, mais c'est vrai que voilà, nos candidats ont été passés au crible. Il va y avoir des cellules entières qui passaient jour et nuit à regarder quels étaient, voilà, ce qu'ils avaient dit il y a déjà 20 ans. Donc voilà, nous on nous demande d'être meilleurs que les autres. Alors c'est pas toujours très simple. Mais en plus des candidats que vous présentez, je veux dire, il y a eu ce journaliste de beIN Sport, un journaliste sportif, qui le soir du premier tour dit 12 millions de racistes.
C'est ça quand je dis que tout est mis en place pour disqualifier le vote RN. D'après vous, pourquoi est-ce que les gens qui ne votent pas pour vous, vos opposants, mais pas forcément les politiques, je parle de tout un monde parisien, etc., ne veut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on vote pour vous? Vous avez dit le mot, il y a aussi le mot parisien, et je pense qu'il y a il y a un grand décalage entre la France parisienne et la France périphérique, enfin la France tout autour, dans la ruralité. Non mais ça s'est vu exactement dans toutes les cartes. Oui, moi je suis toujours très frappée que le monde de la culture, le monde du sport prennent des positions comme ça. Encore une fois, voilà, quand vous êtes joueur professionnel, que vous gagnez des millions par an, vous habitez dans des résidences sécurisées où on rentre avec un digicode et trois concierges. Voilà, vous partagez plus la vie des gens. En fait, il y a une déconnexion qui est absolument phénoménale. D'ailleurs, je pense que ça énerve aussi, voilà, les gens, nous qu'on a pu voir sur le terrain. Ils ne se sentent pas représentés par ces élites culturelles et sportives. Voilà, moi je pense que la situation n'est pas apaisée dans le Mais quand par exemple pays. Une personnalité lambda qui n'est pas issue du monde politique dit 12 millions de racistes. D'après vous, est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est vraiment par conviction qu'ils sont matrixés? Ouais, je pense que l'éducation nationale a aussi fait son travail de sape des idées nationales. Bien sûr, je trouve que quand vous sortez, quand vous passez votre bac, que vous sortez, qu'à 18 ans vous mettez votre premier bulletin Marine Le Pen dans l'urne, c'est que déjà vous êtes un héros parce que pendant toute votre scolarité, on vous a dit qu'il fallait absolument nous faire barrage. Ils savent même plus pourquoi d'ailleurs il faut nous faire barrage. Et puis ça suffit pas de faire barrage, on le voit bien, on reviendra sûrement sur la journée d'hier, mais en fait la détestation de ce que nous sommes ne suffit pas à faire un programme et on voit bien les limites de ce front républicain. Après voilà, ils veulent garder leur poste aussi, rester en place, une espèce de bonne conscience, mais tellement déconnectés aussi de ce que veulent les Français. Encore une fois, on a deux projets très différents qui s'affrontent. Il se trouve que les Français préfèrent le nôtre. Alors justement, vous avez parlé de ces jeunes qui ont voté pour la première fois. Alors c'est quelque chose qu'on a particulièrement vu pendant les élections européennes, c'est-à-dire cette masse de jeunes qui veulent absolument leur photo avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. C'est sûrement les premiers meetings auxquels ils assistent, etc. Pour vous, mais on avait déjà eu un peu cette discussion il y a un an, mais je vous repose la question quand même. Pour vous qui êtes une vétérante du Front National, je dis ça... J'ai 140 ans, j'ai bien fait de venir ce matin. Vous avez raison, une vieille militante. Non, mais je veux dire, voilà, vous avez connu le FN des années 90. Ouais. Quand vous voyez ce phénomène jeune, qu'est-ce que ça vous dit? On a une chance extraordinaire déjà, c'est d'avoir ce ticket gagnant Marine Le Pen, Jordan Bardella. Ça, c'est vrai que sous la Ve République, c'est assez inédit et il faut dire que la personnalité de Jordan Bardella fédère dans toutes les classes sociales, tous les âges. Moi, j'ai vu des petites mamies trop contentes de me dire qu'elles allaient voter pour lui. Et effectivement, chez les jeunes, il y a un engouement assez particulier. Mais encore une fois, je pense parce que il rejoint les jeunes dans leur problématique. Les Français attendent, je pense, d'être rejoints dans ce qu'ils vivent. Et Jordan n'est tellement pas déconnecté qu'il y a une adhésion très forte à sa personnalité. Ouais. Alors, et au final, donc, ces élections européennes ont été largement remportées. Largement peut-être la plus grande victoire de l'histoire oui, du puis parti. même le plus gros score déjà aussi à des européennes. Il y a une vague effectivement d'espoir. Je pense que vraiment Bardella a cristallisé cet espoir, l'identité, la souveraineté, la sécurité, la juste concurrence pour nos agriculteurs. Tout ça a été plébiscité par l'ensemble de la classe politique française, enfin des électeurs. Voilà, un score pareil, c'était phénoménal. Et est-ce que en plus de ça, il a réussi à élargir votre socle? Bien sûr. À étendre le socle? Bien sûr, quand on prend les enquêtes d'opinion et qu'on voit même que les patrons de TPE, PME, voilà, que les plus de 65 ans votent Jordan Bardella, bien sûr, il y a eu un élargissement du cadre. Et c'est tout à fait notable sur le terrain. Moi, je peux vous dire, je rencontre tout le monde dans ma circonscription, tous les acteurs économiques, locaux, associatifs. Enfin, il y a... un grand engouement aussi pour cet espoir. Tout le monde s'est senti concerné par les élections législatives. Oui, bien sûr. Mais on a bien vu aussi qu'elles avaient des conséquences nationales, puisque c'est au soir de ces européennes que Macron décide de dissoudre, sachant qu'on avait fait plus du double du score de la minorité parlementaire du coup. Alors pour les élections législatives, le soir du second tour, surprise,
Le RN n'est que troisième, entre guillemets, même si avec le plus grand nombre de voix. C'est quoi votre sentiment ce soir-là? C'est de la désillusion? Déjà, c'est quand même un peu une grande fierté, parce que 2 ans et demi en amont, il n'était que 7 et nous nous retrouvons à 143. Donc c'est quand même une progression extraordinaire qui a été évidemment passée sous silence, parce que ça arrange bien aussi la classe médiatique. Mais c'est vrai on pensait qu'on serait plus nombreux, on va pas se mentir. Après voilà, on peut pas lutter contre cette alliance, ces alliances absolument terribles qui ont eu lieu entre le premier et le deuxième tour, et même en amont du premier tour, puisqu'on sait que les LR avaient déjà négocié des postes avec la Macronie avant même de commencer cette élection. Ça, je l'avais vu qu'une seule fois auparavant, c'était au moment des régionales, quand Renaud Muselier avait déjà fait alliance avec toute la gauche avant le premier tour, ce qui en principe quand même n'existe pas. Voilà, on n'a pas pu lutter, mais c'est tellement, ils ont fait une espèce de parti unique qui allait de l'ultra-gauche jusqu'à Xavier Bertrand, avec au milieu Raphaël Arnaud, François Hollande. Voilà, j'avoue que nous étions assez perplexes. Je pense que les Français ont été floués, ont été volés effectivement de cette élection, mais même on leur a tellement dit que le Front Populaire n'arriverait de toute façon jamais au pouvoir. Je pense qu'il y a eu une espèce de fausses nouvelles dites sur ce qui allait se passer. Et ce Front républicain, il faut pas se mentir, a quand même plutôt bien fonctionné, même si il fonctionne quand même beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant on perdait nos circos à entre 15 et 20%. Là on a perdu un grand nombre de circos entre 45 et 50. Et voilà, moi je suis passée au premier tour, on est 5 sur 7 à être passé au premier tour dans le Var, ça n'existait pas. S'il y a encore 5 ans, on m'avait dit tu passeras au premier tour, j'aurais dit oui, enfin bon, ne nous emballons pas quand même. Bon, après, vous savez, moi j'avais fait l'union des droites, j'allais dire, avec Julien Argenteau, exactement. Qui était votre opposant en 2011. Exactement, que j'avais battu à plat de couture. Julien, si tu nous écoutes, merci de ta bonne humeur et de bien avoir voulu repartir. Mais c'est vrai qu'on a fait... Dans le Var, il y a une grande porosité évidemment de nos électorats, et je peux vous dire que d'avoir fait ça, ça réjouit l'ensemble de nos électeurs sur tous les marchés. Les gens venaient nous dire mais merci, enfin, halte à la division. Il faut évidemment que tous les patriotes, tous les souverainistes, tous ceux qui sont attachés à la grandeur de la France arrivent à s'unir. Et c'est vrai que je crois qu'on est la seule circo, donc je suis assez fière quand même de ça. Et ça a bien fonctionné. Et je vous dis voilà, 5 premiers tours dans le Var, c'est quand même, malgré ce Front républicain, c'est quand même fou. Après voilà, moi je voudrais bien dire aux gens, typiquement sur Toulon, la seule circo que nous n'avons pas gagnée, le candidat du nouveau Front Populaire s'est quand même désisté au profit du candidat macroniste, qui du coup maintenant a un peu de mal à dire qu'il a été élu avec ses voix, parce que finalement c'est vos amis de circonstance, mais après il y a un peu de gêne quand même. Le candidat du nouveau Front Populaire, tous les samedis matins, est organisateur de la manifestation pro-palestinienne. Voilà, donc c'est vrai que c'est une alliance que je trouve quand même absolument terrible, quoi, parce que la Macronie ait pu se rouler comme ça dans le déshonneur, même le Parti Socialiste, qu'ils aient pu se rouler comme ça dans le déshonneur. À mon avis, ça leur a sauvé les fesses ce coup-ci, mais je ne suis pas persuadée que les Français remarchent encore dans cette combine. Je parlais de désillusion parce qu'on imaginait quand même bien Jordan sûr. Bardella à Matignon. Bien sûr. Non, mais il aurait fallu d'ailleurs. Il aurait fallu, parce que là, on perd quand même un temps fou. Quand vous perdez 2 ans, enfin, je ne sais pas combien de temps, est-ce que le prochain gouvernement, si on a un gouvernement un jour, arrive. Voilà, 2 ans de Macronie, faut pas oublier, 2 ans, c'est 500 000 immigrés légaux par an, donc ça fait déjà 1 million, c'est le déclassement de nos services publics, c'est un hôpital qui va toujours aussi mal, une école qui va toujours aussi mal, enfin une insécurité qui est quand même galopante. On a encore vu hier, vous avez vu le policier qui a été frappé à la nuque par un coup de couteau, c'est 120 attaques au couteau par jour, c'est une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est des étudiants qui sont encore devant les banques alimentaires, c'est des gens, moi, qui m'arrêtent sur les marchés en me disant on ne dîne pas tous les soirs. Voilà, il faut pas oublier quand même que nous voulions Jordan Bardella Premier ministre, non pas parce que nous voulions qu'il soit Premier ministre, mais parce qu'on voulait qu'il puisse changer le quotidien des Français et mettre enfin un coup d'arrêt au chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire que nous vivons. Ça, il faut pas l'oublier. Et c'est un peu le problème, c'est que dans ces 15 derniers jours, on a beaucoup parlé magouille politicienne, et on va encore continuer aujourd'hui. Vous savez, on est là pour élire les vice-présidents de l'Assemblée nationale, mais en fait, pendant qu'on parle de ça, on parle plus des Français, on parle plus de leurs problématiques. Et les Français, ils ont toujours autant de mal à faire leur plein d'essence, à remplir leur frigidaire. Il y en a nombre qui vont pas partir en vacances. Voilà, moi je voudrais qu'on se ressente sur les Français et qu'on essaie de trouver évidemment des solutions. Alors justement, on entre dans le sujet que je voulais aborder avec vous. Est-ce que depuis la dissolution, on remet beaucoup en cause la Ve République? Est-ce que d'après vous, on arrive au bout d'un système qui est épuisé, qui est à plat et qui n'assure pas une représentativité fidèle de ce que votent les électeurs? Non, moi je pense pas. Je pense que la Ve République, ça peut fonctionner. Par contre, effectivement, il y a des systèmes, notamment la proportionnelle, qui donne
donne une plus grande lisibilité et une meilleure représentativité de ce qui se passe en France. Au soir du premier tour, Antoine, il y a quand même le Rassemblement national est très en tête pratiquement dans 92 communes, je crois, enfin Circo, donc pratiquement partout. Il y a une stabilité qui s'était dégagée. S'il n'y avait pas eu ces alliances absolument contre nature, nous aurions 280 députés. Donc en fait, c'est parce qu'il y a eu possibilité par ce scrutin majoritaire uninominal à 2 tours de pouvoir faire barrage. Mais c'est vrai que nous réclamons depuis longtemps cette proportionnelle avec une prime à celui qui arrive en tête pour justement dégager cette majorité nécessaire à la stabilité d'un pays et nécessaire aussi pour voter les lois qui changent le quotidien des Français. J'entends bien, mais quand par exemple, hier, Yael Braun-Pivet est réélue présidente de l'Assemblée nationale. Et on peut même étendre la chose. Ursula von der Leyen, qui est à nouveau présidente. Hier, il s'est passé 2 choses. Les patriotes votent en masse à l'Europe et malgré tout, Ursula von der Leyen est réélue. À l'Assemblée nationale, nous sommes le premier groupe et malgré tout, Yael Braun-Pivet est élue. Moi, j'ai envie de demander pardon aux Français, de leur dire je suis désolée, vous avez voté pour que les choses changent. Et en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé, sauf qu'en plus, la Macronie s'est compromis avec l'ultra-gauche et que les LR, une fois de plus, ont été la béquille, alors là, de façon absolument criante, de la Macronie. Et la seule force d'opposition, ça reste le Rassemblement national. Donc vous avez raison, finalement, en 15 jours, pas grand-chose n'a changé, sauf qu'on est revenu plus nombreux, encore plus déterminés, parce qu'effectivement, les Français nous le disent. Et je vais vous dire, moi, depuis ma réélection, les Français sont encore plus décomplexés pour venir nous voir. Vraiment, je peux pas traverser ma Circo sans que les gens viennent à moi en me disant, mais on compte sur vous, encore plus qu'avant. Alors que c'était déjà pas mal, parce que le Var, je vous assure, c'est quand même assez rock. Je vous invite d'ailleurs, Antoine, à venir nous voir. Mais voilà, et je pense que la proportionnelle aurait fait en sorte que la France soit véritablement représentée à sa juste valeur. Encore une fois, c'est quand même fou de se dire que les idées de droite sont les idées souverainistes, patriotes, voilà, qui veulent plus de sécurité, moins de laxisme judiciaire, une meilleure qualité de vie, soit majoritaire dans le pays et que malgré tout, c'est la gauche qui est pratiquement aux portes du pouvoir. Ça va être très intéressant ce soir de savoir si on a eu des postes. Je veux dire, on est en train de voir que cette alliance de la Macronie et de la gauche, enfin du nouveau Front populaire et des LR sont en train quand même de faire en sorte de nous évincer probablement des postes. Alors qu'il y a un article du règlement intérieur, l'article 10, qui dit qu'en principe les postes sont évidemment distribués en fonction de votre poids politique. Nous avons le plus grand poids politique et nous sommes en passe d'être invisibilisés à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas nous qui sommes invisibilisés, on s'en fout de nos postes, on n'est pas là pour ça. On va essayer d'invisibiliser 11 millions de Français. Ça n'est pas possible, je vous le dis. Alors je reviens sur ce que vous avez dit à propos de ces électeurs décomplexés. C'est quelque chose que vous avez observé sur ces dernières semaines? Là c'est frappant depuis ma réélection, vous n'imaginez pas les gens, mais alors tout milieu, des chefs d'entreprise, vous êtes au restaurant, vous êtes, je sais pas, vous prenez le bus, les gens viennent à moi en me disant on compte sur vous, vous êtes la planche de salut. Enfin, les gens ont bien compris que ceux qui avaient la volonté politique de le faire, c'était évidemment le Rassemblement national. Vous savez, on a été très cohérents, on n'a pas fait d'alliance, on a représenté les Français jusqu'au bout. Hier encore, on a représenté Sébastien Cheniaux, on n'a pas voulu s'allier parce que les Français comptent sur nous, on n'est pas propriétaires des votes. Les Français ont vu que ceux qui ne tremblaient pas dans la tempête, ceux qui avaient la volonté politique de mettre un coup d'arrêt à cette immigration massive, de mettre un coup d'arrêt à cette insécurité. Vous savez, je le dis souvent, moi j'ai 5 enfants, j'ai 4 filles, je peux vous dire que je tremble quand elles sortent le soir et cette inquiétude, je sais que je la partage par des millions de Français qui eux aussi dorment mal quand leurs enfants sortent. Il y en a marre, il faut remettre de l'ordre dans nos rues et dans les comptes bancaires. On finit quand même ces 7 ans d'Emmanuel Macron avec 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Ces gens-là ont fait autant de dettes en 7 ans que la dette française entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Rendez-vous compte. Tout ça pour toujours moins de services publics. Donc il y a quand même, où passe l'argent, il est temps de remettre, Mais est-ce qu'on peut dire en ce sens que votre électorat sont des gens libres, dans le sens où on parlait tout à l'heure de la confrontation entre Paris et le reste de la France. On peut schématiser en disant que il y a les élites des villes, etc., qui sont assez méprisantes avec votre électorat, avec des gens dans la culture, le monde du showbiz, les médias qui répètent 12 millions de racistes, etc. Au final, ces gens-là sont absolument décomplexés. Oui, déconnectés. Ah oui, les Français, vous voulez dire, les Français sont décomplexés et ceux des villes sont plutôt déconnectés. Oui. Ça, c'est certain. Après, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a une adhésion qui est beaucoup plus grande, je trouve, maintenant, beaucoup plus profonde à ce que nous représentons. Et ça, vraiment, je le sens. Tous mes collègues le sentent. Pas que dans le Var. Quand vous prenez à tout l'est de la France, on a encore
un peu des difficultés à l'ouest. Si on regarde vraiment la carte de France, effectivement, la Bretagne résiste encore. Edwige Diaz fait un travail formidable en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, donc nos idées progressent. Mais partout, mais en fait, de toute façon, le constat que nous le faisons depuis plus longtemps, mais maintenant il est partagé par l'immensité des Français. Enfin, je veux dire, les incivilités, l'insécurité de la rue, enfin, je veux dire, tout le monde l'a subi. Donc voilà, nous, on a des solutions qui sont différentes de celles de la Macronie. Et on a aussi cette volonté politique de faire différemment. Je pense que les Français l'ont bien compris. Mais oui, je vous le dis, il y a une décomplexion. Maintenant, les gens viennent à nous encore plus qu'à... Mais alors, électoralement, comment est-ce qu'on fait pour vaincre le Front républicain ? Eh ben, on continue. Et je peux vous assurer que toutes les circos qui étaient entre 45 et 50, je ne doute pas que même s'il y a une dissolution d'ici un an, évidemment, elle passe. Ils se sont tellement discrédités. Là, on a bien vu, quand même, en peu de temps, regardez, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau sont venus dire « Ah là là, on est désolé, on n'y est pas arrivé ». Non, mais évidemment, ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas de programme commun à part le fait de nous détester. Mais c'est pas nous, encore une fois. Ils détestent ce que l'on est. Ils détestent la France. Ces gens-là, ils détestent, je le dis souvent, mais le Tour de France, les sapins de Noël, Alain Delon, Michel Sardou, ce que nous représentons. Ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas leurs institutions. Et on voit bien là qu'ils ne sont pas arrivés à faire front, j'allais dire finalement, et incapables de sortir un nom du chapeau, ne serait-ce que pour un Premier ministre. Donc les Français, je pense, se sont quand même sentis victimes d'une arnaque. C'était le nouveau front bipolaire au final. Là, c'était plus populaire, mais ils sont un peu perdus. Et je pense que voilà, finalement, c'est presque un mal pour un bien. Il y avait un peu aussi une histoire de piège quand même dans cette dissolution. Je pense qu'Emmanuel Macron avait envie quelque part de piéger un peu Jordan Bardella en disant attends, on va voir ce que tu peux faire et quelque part de nous disqualifier un peu pour 2027. Nous savions que c'était pas les conditions idéales pour arriver parce que quand on n'est que Premier ministre, on n'est pas président de la République, donc on n'a pas les coups des franches, on peut pas exactement faire tout ce que l'on veut. Exactement. Il n'empêche que nous aurions mis toute notre énergie et toute notre volonté à améliorer le quotidien des Français et à prendre des mesures quand même très drastiques tout de suite sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat. Vous savez, on aurait tout de suite fait voter une loi pour faire baisser la TVA sur les produits, sur les énergies à 5,5. Il y avait quand même des choses à faire et nous ne voulions pas laisser passer 2 ans, parce qu'encore une fois, je vous dis, 2 ans de Macronie, c'est 2 ans de perdu. Mais finalement, ce piège qui était tendu à Jordan Bardella, quelque part, se referme un peu sur la gauche, qui, on le voit bien, a été complètement incapable de dire qu'elle était prête à prendre les rênes. Et là, on voit bien le marasme. Enfin, hier, c'était ridicule. Et que Yaël Braun-Pivet reparte, alors qu'en fait, on a 10 sous pour éviter Yaël Braun-Pivet. Un petit côté retour vers le futur. Et puis surtout, dans cette élection, il se disait que peut-être que les fonctionnaires allaient faire une grève en interne pour faire barrage. Mais en fait, ils ont essayé de faire peur partout, dans toutes les strates. Mais ça, c'est pas vrai. Je veux dire, vous savez, moi, j'étais en charge des candidatures spontanées et extérieures au moment pour les législatives. Je peux vous dire que des fonctionnaires, on en a eu qui sont venus vers nous en nous disant, voilà, moi, c'est peut-être le moment. Je sens qu'historiquement, il se passe quelque chose. Voilà, j'ai envie de sortir de ma réserve. J'ai envie de me mettre un peu en stand-by au niveau de l'administration. Des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, je peux vous assurer que nous ne sommes pas isolés du tout et que le moment venu, vous verrez que nous n'aurons absolument pas à rougir du gouvernement que nous sortirons. Et voilà, maintenant, il faut probablement attendre 2027. Quel va être le rôle du Rassemblement national sur les mois, les années qui vont arriver, quel que soit... est-ce que vous pensez que vous avez plus de poids pour faire barrage dans l'opposition, etc. Déjà, on est arrivé à plus nombreux. Et puis, on est la seule force d'opposition. On a bien vu que les LR, c'était complètement compromis. Les LR ont voté pour Yaël Braun-Pivet hier pour qu'elle soit présidente de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont perdu à ce moment-là toute crédibilité pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le programme. Parce que Yaël Braun-Pivet, c'est pas sa personne. Elle porte un bilan, évidemment. Et ce bilan, c'est le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. Donc, voilà, nous sommes la seule force d'opposition. Moi, je me dis maintenant, il reste 2 ans, il faut qu'on s'améliore encore. Il y a eu, on va pas se mentir, 2-3 loupés dans cette campagne. On travaille, parce que depuis le début, on travaille. Ça fait 2 ans qu'on est là, 2 ans qu'on se professionnalise, 2 ans qu'on essaye d'œuvrer au bien commun. Et vous l'avez vu, nous continuerons à être constructifs si jamais des textes arrivent à l'Assemblée. Ça, pour le coup, on ne sait pas encore, parce que ça a l'air quand même d'être un joyeux bazar. Mais nous continuerons à voter tout ce qui peut améliorer le quotidien des Français, d'où que ça vienne. Quand un texte arrive, quand un amendement arrive, on ne regarde pas qui l'a produit, on se dit est-ce qu'il va changer le quotidien des Français? Si c'est le cas, évidemment, on le votera. Je pense qu'on continuera à être constructif. C'est ce que les Français retiennent aussi de nous. On va continuer à travailler, à s'améliorer pour pouvoir évidemment en 2027 porter ces idées nationales au plus haut et enfin, voilà, je vous dis, mettre fin à cette immigration massive qui change notre pays, notre culture, cette insécurité à laquelle il faut évidemment mettre un coup d'arrêt. Puis moi, je peux pas me satisfaire que les étudiants soient aux banques alimentaires, que
voilà, que les retraités se privent de manger, c'est pas possible qu'il y ait un Français sur 3 qui se soigne pas à cause du reste à charge. Enfin, ça me paraît tellement... on est censé être la 7e puissance mondiale, je ne peux pas m'y résoudre. Voilà, je peux pas me résoudre à ce que des jeunes se fassent planter quand ils vont dans des balles populaires. Voilà, donc on continuera à mettre en œuvre tout notre professionnalisme, notre volonté politique pour... on se prépare, de toute façon, chaque jour qui passe, on se prépare à 2027.